Le film s'ouvre dans une entreprise de technologie où le responsable d'étage, Greg Whittle, est absorbé dans ses rêveries. Il dessine des images d'un endroit magnifique qu'il pense n'exister que dans son imagination. Ces croquis sont incroyablement détaillés et Greg semble être capable de les visualiser comme s'ils étaient réels. Peu de temps après, sa fille, Emily, l'appelle et l'invite à sa cérémonie de remise de diplôme pendant le week-end. Greg est un peu hésitant car il a d'autres projets, mais il finit par accepter de venir pour son jour spécial. Dès que l'appel téléphonique se termine, Greg retourne à ses croquis. Son habitude de se déconnecter mentalement au travail a causé beaucoup de problèmes à ses collègues. Cela lui vaut une visite au bureau du PDG, Bjorn, où il est renvoyé sur le champ. Apprendre la nouvelle laisse Greg abasourdi, mais il se laisse lentement emporter à nouveau dans son état de rêverie. Le patron, inquiet de son étourderie, s'approche pour le réconforter. Mais à ce moment précis, Greg se redresse brusquement, ce qui fait sursauter Bjorn. Il trébuche en arrière et se cogne la tête contre le coin de son bureau. Greg revient à lui et vérifie son patron, pour découvrir que ce dernier n'a plus de pouls. Craignant d'être accusé de la mort de Bjorn, il cherche désespérément un moyen de s'échapper ou de cacher le corps. Il suspend les manches de Bjorn à la fenêtre pour le maintenir, puis couvre son corps avec le rideau. Greg quitte ensuite le bureau en prétendant aller chercher quelque chose pour le déjeuner. Ensuite, il arrive dans un bar voisin et commande immédiatement un double verre de whisky pour noyer ses soucis. Il attend impatiemment sa boisson lorsqu'il remarque une femme qui le regarde d'un air curieux. La femme agite la main plusieurs fois, rendant momentanément les sons du bar étouffés. Lorsque Greg remarque ce qu'elle fait, la femme s'approche de lui et l'appelle un « vrai personnage ». Elle se présente sous le nom d'Isabelle et l'invite à sa table. Perplexe, Greg la rejoint à sa table, où elle lui fait remarquer que le corps de Bjorn est visible depuis leur position. Isabelle propose de l'aider, affirmant qu'elle se sent responsable de toute cette situation. En échange, elle lui demande de récupérer un amulette jaune de son ex-petite amie, qui est immunisé contre ses pouvoirs tout comme Greg. Un Greg confus, qui a écouté patiemment, n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alors, Isabelle précise que contrairement à eux, la plupart des gens qu'ils voient actuellement ne sont pas réels. Ces gens font simplement partie d'une simulation qu'elle a construite. Greg reste sceptique, mais il n'a d'autre choix que de faire ce qu'elle lui dit. Dans les toilettes, il trouve l'ex-petite amie d'Isabelle qui semble être ivre et évanouie. Dans sa main, il tient l'amulette jaune, que Isabelle affirme contenir des cristaux spéciaux capables de manipuler ce monde factice. Greg la récupère facilement et la lui rapporte. Maintenant qu'il a accompli sa part du marché, Isabelle promet de résoudre son problème. Elle prend sa main, ferme les yeux, et soudainement, le soleil à l'extérieur brille plus fort. Le corps de Bjorn glisse de la fenêtre du bureau et tombe sur le trottoir en dessous. Stupéfait, Greg se précipite hors du bar et se rend sur les lieux. Ses collègues ont été témoins de l'événement et croient désormais que le patron s'est suicidé. Ensuite, Isabelle vend le téléphone de Greg et l'emmène dans une communauté de sans-abri au bord d'un pont. Elle lui demande de rester ici jusqu'à ce que l'affaire Bjorn soit réglée. Greg souhaite plutôt rentrer chez lui, mais il a laissé tout son argent, ses clés et sa carte d'identité au bureau. Il précise également qu'il séjournait dans un motel car il a récemment divorcé. Isabelle l'encourage alors à simplement retourner à sa vie une fois que ce sera sûr. Le soir venu, Greg se lamente que Bjorn était une bonne personne et ne méritait pas de mourir. Isabelle compatit avec ses sentiments, mais elle insiste sur le fait que Bjorn n'était pas une vraie personne. Pour lui démontrer ce qu'elle veut dire, Isabelle lui tend un briquet et lui demande d'allumer un tas de bougies à quelques pas de là. Greg, bien que confus, prend le briquet et se visualise accomplir la tâche. À sa grande surprise, les bougies s'allument une par une. Cela semble prouver le point d'Isabelle, ce monde est une simulation et ils sont en réalité des personnes réelles capables de manipuler ce monde. Pendant le dîner, Greg montre ses croquis à Isabelle et souligne comment les détails lui viennent naturellement. Ils appartiennent tous à une femme avec une cigarette à la main, qui ressemble à Isabelle. Elle révèle alors que ces croquis représentent leur vie réelle à l'extérieur de ce monde fictif. Le lendemain, Emily rend visite à son frère, Arthur, et lui révèle qu'elle a demandé à leur père d'assister à sa remise de diplôme. Mais Arthur ne veut rien avoir à faire avec lui et lui rappelle toutes les fois où Greg a été un père absent. De son côté, Greg passe la journée avec Isabelle, qui partage les cristaux jaunes avec lui. Ils se rendent à une patinoire locale et s'amusent énormément, patinant et s'embrassant dans les toilettes. Ils utilisent aussi leur pouvoir de télékinésie pour punir les hommes pervers. Il est évident que Greg ne ressent plus aucune culpabilité concernant la mort de Bjorn et qu'il commence à faire de plus en plus confiance à Isabelle. Plus tard, alors qu'il se dirige vers un fast-food, Isabelle aperçoit une voiture qui s'arrête à quelques mètres d'eux. L'homme à l'intérieur cherche des femmes prêtes à avoir des rapports sexuels contre de l'argent. Elle parle à l'homme pendant que Greg entre dans le restaurant pour récupérer leur déjeuner.
Lorsqu'il remarque qu'il n'a pas assez d'argent, il regarde dehors pour trouver Isabelle et est surpris de la voir monter dans la voiture et partir. Greg s'excuse alors du restaurant, sans savoir que son fils, Arthur, est assis à proximité. Plusieurs heures passent, mais Greg attend Isabelle dehors. Le caissier du restaurant le prend en pitié et lui donne un sac de nourriture avarié. Enfin, Isabelle arrive et il partage la nourriture avec elle sans poser de questions. Plus tard dans la soirée, Isabelle laisse Greg sur le trottoir pendant qu'elle se rend dans un appartement louche. Elle retrouve son ex-petite ami, Kendo, et lui demande de remplir son amulette de cristaux jaunes. Pendant ce temps, Emily retrouve son père et lui demande en larmes de venir avec elle. Greg insiste pour attendre, disant qu'il a un ami qui arrivera bientôt. Il promet à Emily qu'il assistera à sa remise de diplôme. Mais la jeune fille révèle que la cérémonie a eu lieu il y a 2 semaines. Voyant que son père est confus, elle lui laisse son numéro au dos de sa photo de remise de diplôme. Quelques instants plus tard, Isabelle, qui avait vu la scène entre le père et la fille, revient. Elle dit à Greg d'oublier Emily, car elle n'est pas une véritable humaine. Mais cela ne fait qu'irriter Greg, et il se lance dans une légère dispute. Pendant ce temps, une fourgonnette suspecte s'arrête près d'eux. L'homme à l'intérieur brandit une arme et commence à leur demander de l'argent. Enragé, Greg prend quelques cristaux jaunes de l'amulette d'Isabelle et écrase la fourgonnette avec ses pouvoirs télékinétiques. Mais cela le fait vomir, car il vient d'utiliser beaucoup de son énergie mentale d'un coup. La scène passe au matin suivant, où Greg se réveille dans la tente d'Isabelle, mais ne la trouve nulle part. Il voit ses croquis accrochés à proximité et les ramasse immédiatement avant de sortir faire une promenade. Greg arrive bientôt à un téléphone public et appelle Emily en utilisant le numéro qu'elle lui a laissé sur sa photo. Cependant, l'appel reste sans réponse, et Greg est obligé de laisser un message sur sa boîte vocale. Lorsqu'il revient enfin à la tente, Isabelle le gronde pour l'avoir laissé seul. Il est révélé que quelqu'un a volé tous les cristaux jaunes pendant leur absence. Lorsqu'Isabelle apprend que Greg a aussi pris ses dessins, elle l'accuse de vouloir l'abandonner. Ses soupçons sont renforcés lorsqu'elle trouve la photo d'Emily dans sa poche. Elle insiste alors sur le fait que ce monde n'est pas réel et qu'il est en train de se laisser entraîner à nouveau dans l'illusion. Pour prouver son point de vue, Isabelle sort un tube à essai contenant plusieurs cristaux bleus. Elle dit que ces cristaux ont été spécialement conçus pour les éjecter de ce monde fictif et les ramener dans leur monde réel. Ils ont besoin de 10 cristaux chacun, mais il leur en manque 4. Cependant, Isabelle est désormais désespérée car elle sent que Greg est en train de s'éloigner de la réalité. Elle place donc les cristaux dans un dispositif de broyage et lui ordonne de les mettre dans son nez. Greg est un peu hésitant, mais il n'a d'autre choix que d'obéir. Peu de temps après, il se réveille dans un laboratoire avec un tube dans le nez, qui le connecte à une machine appelée le Brainbox. Isabelle se réveille également dans une position similaire, dans le siège à côté du sien. Un technicien, qui surveille le Brainbox, s'adresse à Isabelle en l'appelant Dr Clemens et lui demande si tout va bien. Elle répond que Greg s'est attaché à un fake humain dans la simulation, alors elle les a délibérément expulsés de celle-ci. Le technicien se dirige alors vers Greg, l'appelle Dr Whittle et le déconnecte du Brainbox. Ensuite, le couple sort et Greg est stupéfait de voir qu'il se trouve dans une grande installation paisible. 2 scientifiques s'approchent bientôt d'eux et se demandent si leur programme rencontre des problèmes. Mais Isabelle leur assure qu'il n'y a aucun problème avant de s'éloigner. Ils se dirigent ensuite vers la ville et Greg se demande pourquoi il ne se souvient pas de ce monde. Isabelle explique que c'est un effet secondaire courant d'être resté trop longtemps dans le Brainbox. Elle lui montre ensuite un endroit au bord de la mer qui ressemble exactement à la vue sereine de ses dessins. Greg commence lentement à réaliser que c'est leur véritable maison. Dans l'après-midi, Greg demande si ce monde a toujours été aussi parfait. Isabelle répond qu'il était auparavant envahi par la pollution et la pauvreté. Mais tout a changé lorsqu'ils ont découvert l'automatisation, la biologie synthétique et l'exploitation minière d'astéroïdes. Pour stimuler sa mémoire, Isabelle récupère un appareil appelé le Tugd visualisé, qu'il semble avoir inventé. Cet appareil transforme les déclarations de l'utilisateur en animation en direct. En utilisant le Tugd visualisé, Isabelle explique comment la biologie synthétique a résolu leurs problèmes environnementaux, tandis que l'exploitation minière d'astéroïdes a relancé l'économie. Les gens ont partagé leurs richesses avec tout le monde, et bientôt, ils ont créé des robots automatisés qui accomplissaient les tâches pénibles. Avec tout l'argent et le temps disponible, les gens ont pu explorer leur passion. Au fil des ans, les humains se sont tellement habitués à leur monde spectaculaire qu'ils ont lentement commencé à ne plus apprécier les merveilles qui les entouraient. C'est pourquoi Isabelle a créé le Brainbox, pour que les gens puissent vraiment apprécier à quel point leur monde pourrait être mauvais. Le soir, le duo assiste à un événement où des scientifiques et des artistes renommés se sont réunis. Ils rencontrent le célèbre scientifique Dr Ni, qui fait des éloges sur le Tugd visualisé de Greg. Ensuite,
Dr. Ni s'approche de Greg pour une conversation privée et soulève ses inquiétudes concernant le projet Brainbox. Isabelle, qui avait remarqué leur conversation à voix basse, demande plus tard à Greg de quoi il parlait. Il est évident qu'elle est consciente que les gens sont sceptiques au sujet du projet Brainbox, ce qui la rend extrêmement en colère. À l'insu de tous, une apparition d'Emily est entrée à la fête et cherche son père. Plus tard dans la semaine, Isabelle parle de son projet lors d'une fonction publique. Elle appelle Greg sur scène et explique au public qu'il a répondu à une série de questions avant d'entrer dans le Brainbox. Isabelle posera maintenant les mêmes questions et comparera ses réponses à ses précédentes. Elle lance une série de questions et les réponses de Greg montrent clairement son changement de perspective sur leur monde. Il était irritable et ennuyé avant, mais maintenant, après avoir été dans la simulation, il est extrêmement reconnaissant et heureux. La présentation est un succès et Isabelle attire beaucoup d'attention après son discours. Mais, alors qu'elle est entourée d'un groupe d'admirateurs, Greg se laisse attirer hors de la fête par l'apparition d'Emily. Alors qu'il la suit, quelque chose d'étrange commence à se produire. Leur lieu impeccable est soudainement couvert de graffitis et de détritus. Emily, de son côté, commence enfin à parler à Greg, lui soulignant qu'elle est sa fille et qu'il ne pense pas clairement. Emily explique qu'elle l'a trouvée dans une tente de sans-abri avec des cristaux jaunes bizarres dans les mains. Elle lui rend ces cristaux et révèle qu'il doit choisir quel monde il veut, ce monde parfait ou le monde brisé où vivent ses enfants. Soudainement, Greg entend Isabelle crier à l'aide et se précipite en bas, pour découvrir que la fête est dans un chaos total. Cela le pousse à prendre un cristal jaune et utiliser ses pouvoirs télékinétiques pour repousser la foule loin d'Isabelle. Greg la tire ensuite hors de la fête, et il constate que le monde simulé à l'intérieur du Brainbox se mélange maintenant avec leur monde idyllique. Un Greg confus demande ce qui se passe, et Isabelle révèle que sortir du Brainbox avec un nombre insuffisant de cristaux bleus a peut-être provoqué cela. Ils doivent maintenant retourner dans la simulation et obtenir à nouveau le bon nombre de cristaux bleus. Quelques instants plus tard, le duo arrive au laboratoire et se reconnecte à la machine. Ils se réveillent ensuite dans la tente de sans-abri dans la simulation. Ils se dirigent immédiatement vers le bâtiment de Kendo, car il est le seul à pouvoir fabriquer les cristaux bleus. Une fois arrivés, Isabelle attrape un pistolet à proximité et menace Kendo de leur donner autant de cristaux bleus que possible. Isabelle est désormais sur le bord du gouffre, lorsque Kendo se dirige vers sa poche, elle lui tire dessus. Elle prend ensuite un paquet de cristaux bleus dans sa poche arrière et retourne à la tente avec Greg. Malheureusement, le bruit du coup de feu a alerté les policiers locaux, qui entrent maintenant dans le bâtiment. Greg et Isabelle se précipitent vers le toit et descendent par l'escalier de secours. Une fois dehors, ils se dirigent vers leur tente dans une voiture volée. Mais les choses empirent lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont toujours pas assez de cristaux bleus. La police les a également localisés et le duo est contraint de se cacher. N'ayant pas assez de cristaux, seul l'un d'eux peut se réveiller dans le monde réel, tandis que l'autre doit rester. Greg suggère qu'elle le tue pour qu'il se réveille automatiquement dans le monde réel, mais elle n'est pas sûre que cela fonctionne. Isabelle pleure, se sentant coupable d'avoir créé le monde simulé dans lequel ils sont coincés. Mais Greg lui rappelle tous les bons moments qu'ils ont vécus dans ce monde, exprimant son amour pour son imprévisibilité. Il décide alors de rester et lui dit de revenir dès que possible. Isabelle est dévastée par cet enchaînement d'événements, mais elle n'a d'autre choix que d'accepter sa décision. Après s'être dit au revoir, Isabelle se rend au policier, ce qui permet à Greg de s'échapper. Juste au moment où elle est encerclée par les policiers, elle utilise l'appareil pour se réveiller dans son monde réel. À la suite de cet événement, Greg réalise qu'il est coincé dans la simulation. Il se rend dans une clinique de réhabilitation et rejoint un groupe de soutien où il parle de sa famille et de sa vie. Le film se termine lorsqu'il retrouve sa fille, Emily, qui est heureuse de le revoir.